Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la forêt. À quoi vous fait-elle penser? À des légendes ou à des contes? Souviens-toi de Blanche-Neige, poursuivie dans la forêt par le chasseur. Souviens-toi d'Arthur et de sa rencontre avec Merlin le chanteur. Souviens-toi d'Harry Potter dans la forêt interdite. Souviens-toi de Pierre et du loup. Oublie tout ça. Ce ne sont que des histoires. La forêt, en vérité, elle vit. Et elle est en constante évolution. Elle s'illumine d'une multitude de couleurs. Et elle t'accueille, se transformant en un terrain de jeu juste pour toi. Lequel d'entre vous ne s'y est jamais aventuré? N'y a jamais construit une cabane? La forêt, on s'y repose, on s'y détend, mais surtout, on l'utilise. Dans notre quotidien, elle est partout autour de nous. Elle est dans nos maisons, dans nos rues et même dans nos écoles. Mais la plupart du temps, on ne la remarque pas. On n'y pense pas. On ignore tout ce qu'elle représente. Contrairement à ce que l'on pense, la forêt française gagne en surface. En 2012, cette surface a atteint 17 millions d'hectares. Pour vous donner un ordre d'idée, 17 millions d'hectares, ça correspond à 17 millions de terrains de football, soit un tiers de la France. La forêt française est majoritairement privée, c'est-à-dire appartenant à une personne. Les forêts publiques sont à la propriété de l'État et sont accessibles pour tous. Elles ne représentent que 25% des forêts françaises. La forêt française compte 146 espèces d'arbres, dont 2 tiers de feuillus, c'est-à-dire d'arbres à feuilles, et 1 tiers de résineux, c'est-à-dire d'arbres à aiguilles. La gestion de la forêt est difficile, car elle devra permettre les 3 points suivants. Produire le bois qui nous est nécessaire, protéger la biodiversité et accueillir le public. La production de bois est une fonction très importante pour nos forêts. C'est pourquoi il vous faut la comprendre.
La culture forestière est assurée par plusieurs acteurs, tels que les gestionnaires forestiers qui entretiennent la forêt comme des pères de famille. Je m'appelle Philippe Lemaire, je suis forestier, je travaille dans la forêt de Mervan, en Vendée. Une forêt domaniale, donc une forêt qui appartient à l'État, qui fait 2500 hectares. La forêt de Mervan, comme toutes les forêts, est composée de plusieurs peuplements. Un peuplement, c'est un ensemble d'arbres situés dans une même zone et présentant les mêmes caractéristiques. Une forêt est donc une mosaïque de peuplements. Et toi, Philippe, comment définis-tu la forêt ? La forêt est divisée en différentes parcelles et sur chaque parcelle, on va trouver des arbres qui ont le même âge. Mais alors, quel est le rôle du forestier dans ces forêts ? Le rôle premier du forestier, c'est de mettre en place la sylviculture. La sylviculture, c'est l'art de cultiver la forêt. C'est l'art d'assurer la pérennité de la forêt dans le temps. La sylviculture est un art et une science qui a vu le jour il y a plus de 2 siècles. Elle s'appuie sur des processus naturels. En premier lieu, la forêt naît et se régénère. Pour gérer la forêt, quelle action mettez-vous en œuvre ? Dans la sylviculture, on met en œuvre 2 actions assez fondamentales, à savoir les coupes et les travaux. 2 opérations assez contradictoires mais complémentaires. Contradictoires parce que les coupes vont rapporter de l'argent et servir à payer les travaux, lesquels travaux vont éduquer les jeunes peuplements, les jeunes chênes pour les amener à l'âge adulte dans lesquels on pourra faire des coupes. La sylviculture passe donc tout d'abord par des travaux qui correspondent à plusieurs interventions tout au long de la vie du peuplement. Mais quels sont ces travaux ? Les premiers travaux qu'on trouve en forêt domaniale s'appellent des travaux de régénération. C'est ce qui sert à régénérer, à rajeunir la forêt. Et si on faisait un petit point là-dessus ? Je me trouve ici dans une parcelle de chêne. Cette parcelle de chêne a été passée en régénération naturelle. Les arbres matures, ici, adultes, ont donc donné naissance à de nouveaux glands. Une fois que ces glands sont tombés, cela a été remplacé par des semis. Une fois que les semis sont assez nombreux pour recouvrir tout le sol, on parle d'une régénération acquise. Lorsque la régénération est acquise, nous allons donc couper les arbres matures. Il ne restera plus aucun gros arbre sur la parcelle, mais la nouvelle génération prendra le relais. Ces premiers travaux permettent donc de conserver la forêt. Avant de retirer des arbres âgés dont la vie est terminée, on s'assure qu'il y a suffisamment de graines et de jeunes arbres sur le sol pour assurer l'avenir de la forêt. Une fois qu'on a suffisamment de petits chênes sur le sol, on va exploiter tous les gros chênes, on va faire ce qu'on appelle une coupe rase ou une coupe définitive. Que retrouve-t-on après cette coupe rase ? On se retrouve avec un sol couvert en partie de petits chênes, sauf que ces petits chênes vont rentrer en concurrence avec toute une végétation adventice, à savoir des ronces, des noisetiers, des charmes, du genêt, etc. Ouh, c'est compliqué ça. Petite explication. Pour grandir, un arbre a besoin d'espace et de plusieurs éléments. Les minéraux, avec lesquels il se nourrit. De la lumière du soleil, sans laquelle il ne pourrait vivre. De l'eau, qui lui est tout aussi essentielle. Et enfin, d'oxygène et de CO2. On parle de concurrence lorsqu'un arbre doit partager son espace et sa nourriture avec beaucoup d'autres végétaux. Quand la concurrence est trop importante, l'arbre peut s'arrêter de grandir, voire même mourir.
Et c'est là qu'interviennent les ouvriers sylviculteurs qui, eux, tous les ans, vont passer dans ces parcelles-là et vont travailler au profit des chênes en limitant la concurrence, c'est-à-dire qu'ils vont couper toute la végétation qui porte concurrence aux chênes et qui l'empêche de se développer. C'est ce qu'on appelle les dégagements de semis. Jusqu'à l'âge de 6 mètres, on va l'accompagner comme ça. Et passé 6 mètres, on va commencer à faire des opérations de dépressage, c'est-à-dire qu'on va desserrer les tiges pour qu'elles puissent prendre du diamètre, prendre du volume, etc. et jusqu'à 12 mètres à peu près. Le dépressage est la dernière intervention de la phase des travaux. Ensuite, le forestier entame une nouvelle phase qui est celle des coupes. Dis-nous en quoi cela consiste, Philippe. Après, donc, on arrive dans ces coupes. Les premières coupes qu'on va trouver, c'est les coupes d'éclaircie qui servent à desserrer les chênes, à partir de 12 mètres à peu près. Il vous faut comprendre que le bûcheron ne détruit pas la forêt et qu'il joue un rôle crucial car son action permet le maintien des peuplements. Les bûcherons, il ne faut pas l'oublier, sont des forestiers et participent tout autant à la préservation de nos forêts que n'importe quel autre forestier. Il s'agit d'un métier difficile, physique et dangereux. Pour devenir bûcheron, il faut être réellement passionné, car les conditions de travail ne sont pas toujours faciles. Dehors toute l'année et par tous les temps, il façonne notre environnement forestier. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, un bûcheron n'est pas un destructeur de la nature. Au contraire, si les arbres n'étaient pas coupés, les forêts vieilliraient et nous n'aurions plus de bois pour habiller notre quotidien. C'est en partie grâce aux bûcherons et à l'exploitation mécanisée que la forêt vit. Cette mécanisation est apparue dans les années 1990, mais vous n'étiez pas né. Lors de l'installation des peuplements, des sentiers sont créés pour permettre le passage des engins d'abattage et des débardage. La batteuse est une machine d'exploitation équipée d'un bras mécanisé. Elle permet d'abattre des arbres et de les tronçonner en différentes longueurs, plus rapidement qu'un bûcheron. Son utilisation reste toutefois limitée, puisqu'il ne faut pas que les arbres soient trop gros et surtout, il faut qu'elles puissent entrer dans le peuplement. Le débardeur est une machine qui possède également un bras mécanisé muni d'une pince et qui permet de ramasser le bois sur le chantier et de l'emmener au bord de la route. Une fois sur le bord de la route, le bois est vendu et emporté par les acheteurs à l'aide de camions. Et c'est ainsi que sont réalisées donc les éclaircies. Mais ces éclaircies, ça arrive souvent ? Ils vont se succéder les éclaircies selon une certaine périodicité. Bon, dans le chêne, ça peut être tous les 12 ans, mais dans les résineux, ça peut être tous les 6 ans. Tous les 10 ans, tous les 12 ans, les forestiers vont traverser la parcelle. Ce qu'on va faire, une coupe, ils vont marquer les arbres avec une opération qui s'appelle le martelage, avec de la peinture ou des marteaux forestiers. Et ces arbres vont être coupés, commercialisés. Le marteau forestier permet de marquer l'arbre sur le tronc et sur la souche, ce qui permet au forestier d'identifier l'arbre lors de la coupe. Au fait, combien d'éclaircies y a-t-il dans la vie d'un chêne ? Dans la vie d'un chêne qui va durer 120-140 ans, il y aura une éclaircie à peu près tous les 12 ans, à partir de l'âge de 30 ans à peu près, donc un certain nombre d'éclaircies, jusqu'au jour où on atteindra l'âge d'exploitabilité, ce qu'on appelle l'âge d'exploitabilité du chêne. Il faut savoir que ça dépend des forêts, mais c'est entre 150 et 200 ans. L'âge d'exploitabilité correspond à l'âge auquel l'arbre sera abattu. Dès qu'on arrive dans l'âge d'exploitabilité, on va rentrer dans un cycle de coupe, de régénération. C'est-à-dire que là, le but n'est plus de desserrer les arbres. Ils ont atteint leur diamètre d'exploitabilité, leur volume. Ils sont suffisamment grands. Le but étant de
penser à l'avenir et il faut que ces gros chênes arrivent à assurer leur avenir et leur descendance, c'est-à-dire qu'on va les desserrer. On va extraire le sous-étage, à savoir les hêtres et les charmes qui toute leur vie ont accompagné les chênes, pour amener de la lumière au sol et pour permettre aux glands qui vont tomber par terre de germer et pour ensuite remplacer le peuplement adulte. Donc ça, c'est des coupes de régénération qu'on appelle coupes secondaires, qui, elles, vont intervenir en fonction de l'état d'ensemencement du sol. C'est-à-dire que les forestiers, tous les 2 ans, vont passer dans la parcelle et en fonction des tâches de semis, de glands, ils vont marquer les arbres qui sont au-dessus pour donner de la lumière aux glands, qui eux vont germer, vont pousser, vont donner des petits chênes. Et de fil en aiguille, on va arriver à une parcelle où il y aura de moins en moins de gros arbres et de plus en plus de semis, comme ici, jusqu'au moment où il n'y aura plus du tout de gros arbres et uniquement des semis. On retombe dans ce cycle de travaux avec les dégagements de semis, les ouvriers, etc. Et on aura parcouru, bon an mal an, 150 à 200 ans de la vie du chêne. Mais il arrive parfois qu'on ne puisse pas mettre en place de régénération naturelle. On utilise alors d'autres méthodes pour installer notre forêt. À l'inverse de la régénération naturelle, je me trouve ici dans une plantation issue de régénération artificielle. La régénération artificielle a lieu quand la régénération naturelle n'est pas possible ou est trop faible. Laissons Philippe nous expliquer. On ne peut pas pratiquer la régénération naturelle quand on a des sols trop pauvres. Quand une essence n'est pas appropriée à un sol, ou quand on a des catastrophes aussi, des tempêtes ou autres, la nature ne nous a pas donné le temps de mettre en place cette régénération naturelle. On va donc procéder à une régénération artificielle. C'est pas compliqué, c'est simplement une plantation, c'est-à-dire qu'on va utiliser des jeunes arbres qui auront été élevés en pépinière et qu'on va venir planter en forêt. C'est donc grâce aux forestiers que la forêt se maintient, même dans les endroits les plus difficiles ou après des catastrophes. Mais par quel travail doit-on commencer ? Alors au niveau travail, la plantation, ça commence par un travail du sol, c'est-à-dire qu'on va essayer de décompacter le sol. Les sols forestiers sont souvent des sols qui ont été compactés par des engins ou par des années de pratique. Le tassement du sol empêche la végétation de pousser. Le décompactage consiste à retourner la terre afin d'aérer le sol. On utilise pour ce faire différentes techniques. On décompacte les sols avec, avec des engins, des charrues forestières, des charrues à disque ou autres. Mais comment s'effectue ensuite la plantation ? La plantation, ça peut se faire avec des machines qui plantent, ça peut se faire à la main, ça peut se faire, il y a énormément de méthodes. Après plantation, les plants connaîtront à leur tour des travaux et des coupes. Ces opérations conduiront le peuplement vers son exploitation définitive, la coupe rase. Après coupe rase, le peuplement sera régénéré par un nouveau peuplement. Et si on faisait un petit résumé de tout ce qui a été dit ? La culture forestière commence tout d'abord par une phase d'installation de la forêt. Cette installation passe par une régénération de cette dernière. La régénération peut être naturelle ou artificielle. Les forestiers entament ensuite la phase de travaux, qui comprend les dégagements et les dépressages. Après les travaux, commence donc la phase des coupes. Plusieurs éclaircies conduisent le peuplement vers sa récolte finale, appelée coupe rase. Depuis un siècle, on s'aperçoit que la forêt doit et peut remplir d'autres fonctions. Les forestiers ont pour mission non seulement de faire de la sylviculture, mais d'accompagner la forêt dans ses deux autres missions, à savoir l'accueil du public et de conservation de la biodiversité.
L'accueil du public en forêt est une mission importante pour les gestionnaires. En effet, avec plus de 500 millions de visiteurs par an, la forêt est l'un des espaces naturels les plus fréquentés. Il faut savoir qu'on vit dans des sociétés de plus en plus urbaines et les gens ont de plus en plus besoin de nature. Et les forêts représentent des espaces de loisirs et de découvertes qui sont très recherchés par les urbains, les gens qui habitent en ville. Afin d'accueillir au mieux les promeneurs et les amoureux de la nature, les forestiers sont chargés d'aménager la forêt et de la faire découvrir au public. C'est-à-dire qu'il y a des forestiers qui font de l'accueil du public, qui accueillent des scolaires ou même des adultes au sein de visites guidées, thématiques ou pas, sur les animaux, sur les plantes. Des sentiers de randonnée sont mis en place. Ces circuits sont en général fléchés pour ne pas que tu te perdes. Il est préférable que les randonneurs restent sur les sentiers afin de ne pas déranger les espèces animales et végétales. C'est chacun chez soi pour le bonheur de tous. Le forestier veille à l'entretien des circuits au fil du temps afin de maintenir cet équilibre entre l'homme et la nature. Malgré la culture forestière, les forestiers s'efforcent de conserver les milieux naturels. Ces milieux servent d'habitat à de nombreuses espèces, parfois protégées. On cherche à conserver ce qu'on appelle la biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est quoi? C'est l'ensemble des êtres vivants qui composent un écosystème, toutes les bestioles, toutes les herbes, tous les végétaux. Il faut savoir que dans les forêts, c'est là qu'on trouve le plus de biodiversité, d'où l'intérêt de conserver ces forêts pour maintenir toute cette faune et cette flore qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et oui, les forestiers font tout pour protéger la biodiversité. Car s'il y a bien une chose qu'ils ont compris, c'est que la forêt est essentielle, non seulement pour nous, mais pour tous les autres êtres vivants également. Et en ce qui concerne la biodiversité, il y a des forestiers qui sont naturalistes et qui se penchent un peu plus sur le côté biodiversité des forêts et qui ont pour mission d'intensifier tout ce qui est protection d'espèces rares et patrimoniales sur les forêts au biais d'inventaires ou d'autres missions plus spécifiques sur certaines espèces comme le balbuzard en forêt d'Orléans par exemple. Mais bon, il y a plein d'autres espèces emblématiques qui nichent dans nos forêts et qui font l'objet de protection bien spécifiques. Vous pourriez croire que la vie d'un arbre s'arrête une fois qu'il est abattu. Rien n'est plus faux. En effet, après l'abattage, l'arbre va entamer une nouvelle aventure avec l'aide de l'homme. En effet, il va être transformé et valorisé pour les besoins quotidiens de notre vie. Tout d'abord, le bois d'œuvre, qui correspond à la plus haute qualité qu'un arbre puisse produire. Une fois l'arbre abattu et toutes ses branches enlevées, on obtient ce qu'on appelle une grume. Les grumes sont en général destinées aux usages les plus nobles. Elles peuvent être destinées au tranchage et déroulage. Elles pourront également être découpées en planches ou en charpentes afin d'être utilisées dans la construction de nos maisons ou même de nos mobiliers. Ensuite, les arbres qui ont produit un bois de moins bonne qualité seront coupés en plusieurs morceaux appelés rondins. Leur qualité inférieure les destine à des usages moins nobles, mais tout aussi importants. On les appelle les bois d'industrie. Ainsi, ils seront broyés et pourront être valorisés en pâte à papier ou en panneaux. Enfin, certains arbres de mauvaise qualité, tout branchus, tout biscornus, ou les restes de bois issus de transformation, déjà cités, seront destinés à être brûlés afin de créer de l'énergie.
s'agit du bois de chauffage. Il faut savoir également qu'un arbre peut connaître plusieurs valorisations. Par exemple, cet arbre pourra servir à faire des planches et les planches pourront servir à faire des meubles. On parle alors de première transformation et de seconde transformation. Plutôt que d'effectuer un vaste exposé des métiers de cette formidable filière, nous avons décidé de vous présenter un métier peu connu et de plus en plus rare. Ce métier, c'est celui de l'ébéniste. Bonjour, alors Nicolas Dionis, ébéniste, installé à Bazas, dans le sud Gironde, depuis 1996. Cela fait 18 ans que Nicolas est ébéniste dans la petite ville de Bazas. Mais un ébéniste, c'est quoi au juste? L'ébéniste travaille le bois pour faire des meubles, des agencements de maisons, c'est-à-dire des placards, tout ce qui est mobilier dans une maison. L'ébéniste, il ne fait pas de porte, il ne fait pas de fenêtre, il ne fait pas d'escalier, il fait juste ce qu'il peut en fait s'enlever de la maison. Voilà. Tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est là pour meubler la maison, tout ce qui est en bois. Des meubles, du bois. Mais Nicolas, tu fais quoi exactement dans ton métier? Mon métier aujourd'hui, c'est de la restauration de meubles, c'est-à-dire des vieux meubles qu'on me ramène, qui ont un pied cassé, qui sont abîmés par le temps, et donc je les restaure. Mais ça, c'est 15% de mon activité. Et on va dire que 85% de mon activité, c'est de l'aménagement intérieur, c'est-à-dire des bibliothèques, des placards, et quelques meubles, quelques pièces uniques, des créations originales, on va dire. L'ébéniste est un véritable artiste. Il crée des meubles uniques, originaux, à l'aide d'un savoir-faire transmis d'une génération à l'autre. Il est possible pour tous d'acquérir une de ses créations. Justement, quelle clientèle sers-tu, Nicolas? Ma clientèle, c'est surtout des particuliers qui font refaire leur intérieur. Il y a quelques mairies, quelques associations, mais très peu en fait. Au début, on a des arbres qui donnent du bois. Et au final, on a des meubles. Mais quel outil utilises-tu pour faire de ces planches de jolis meubles? Alors, les outils que j'utilise sont des outils portatifs, visseuses, défonceuses. J'utilise des outils manuels aussi, des scies, des ciseaux à bois, des petits rabots, des gouges pour faire un peu de sculpture. Et j'utilise aussi beaucoup de machines électriques pour découper les planches, les raboter, les toupiller, les scier. Pour faire ces opérations, j'utilise la scie à ruban. Ça, c'est une lame de scie qui tourne pour scier les planches en deux, ou en trois ou quatre, suivant les épaisseurs que je veux. Je passe ma planche pour la découper, voilà, comme ça. Là, c'est une toupie. C'est pour faire des moulures. C'est-à-dire que je mets des fers et voilà, pour obtenir des moulures comme ça. Une moulure est un élément de décoration permettant à l'ébéniste de donner aux bordures d'un meuble de jolies formes, plus harmonieuses. Et puis après j'utilise, là je fais le tour, je me rejoins de l'autre côté. Voilà, une raboteuse décauchisseuse. Alors ça c'est la planche brute, on la passe sur des couteaux pour aplanir les surfaces, voilà, pour faire des côtés d'équerre. Et j'ai aussi une scie à format, ça c'est pour découper des planches et des panneaux aussi, pour faire voilà, ça c'est par exemple des côtés de tiroirs, voilà, couper la longueur, la largeur des panneaux. Ainsi, l'ébéniste utilise de nombreux outils dans le cadre de son métier. Il donne au bois une âme par le biais de ses créations. Mais pour ces créations, il faut du bois. Et pour avoir du bois, il faut des forêts. Le lien entre l'ébéniste et la forêt est fort. Qu'en dis-tu, Nicolas? Mais
écoutez, sans bois, je ne peux pas travailler. Donc il faut qu'il y ait des forêts pour qu'il y ait des essences de bois sur lesquelles je puisse travailler, que ce soit des résineux ou du feuillu. L'ébéniste travaille plusieurs essences de bois. Il ne s'arrête pas à une essence. Tout est bon, hein, on pourrait dire ça. Il n'y a pas d'essence particulière pour faire un meuble. Ça va dépendre de la couleur, du grain du bois, ça dépend où va être placé le meuble. Si on veut faire une table, on évitera de la faire dans un bois trop tendre, on prendra plutôt un bois dur. Voilà. Après, si on veut faire une commode, peu importe l'essence, hein, c'est surtout une question d'esthétique, ça va être une question de couleur. Donc le bois est la matière première de l'ébéniste. Peu lui importe son origine, tant qu'elle est suffisamment jolie pour faire de beaux meubles. Mais où trouves-tu ta matière première et que recherches-tu exactement? Alors la matière première, je la trouve essentiellement chez des scieurs. Moi j'achète du bois massif en plateau et du bois, des dérivés du bois, tout ce qui est panneaux, panneaux de particules, contreplaqué, chez des fournisseurs locaux. Mais de quelle quantité as-tu besoin? La quantité de bois dont j'ai besoin annuellement, en fait, c'est pas beaucoup. En ébénisterie, on n'utilise pas énormément de bois en fait. Pour faire un meuble, une grosse bibliothèque par exemple, on va utiliser 2 mètres cubes de bois, quoi, hein, donc c'est pas beaucoup. Et pour faire une bibliothèque, il faut un mois et demi de travail, voire 2 mois. Ainsi, une petite quantité de bois permet à l'ébéniste de travailler pendant plusieurs mois. Malgré ces petites quantités de bois utilisées, te sens-tu en lien avec la filière? Alors je me sens forcément intégré dans la filière bois puisque je travaille le bois, mais je n'en suis qu'un tout petit acteur aujourd'hui. Malgré sa petite importance au niveau de la filière, l'ébéniste en fait pleinement partie, car il participe à la valorisation en utilisant du bois. Mais pour faire un bon ébéniste, il ne faut pas uniquement du bois. Pour faire un bon ébéniste, il faut du temps. Comme le bon vin, on ne devient pas ébéniste en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Hein. Il faut une bonne dizaine d'années pour être ébéniste, donc il faut de la patience. Il faut du goût et puis avoir envie, voilà, c'est tout. On a tous 2 bras, 2 jambes et une tête, donc on peut tous potentiellement être un bon ébéniste. Tous, vous pouvez devenir des ébénistes. Il suffit pour cela de se former comme Nicolas. D'ailleurs, comment as-tu fait pour apprendre ce métier? Comment j'ai fait pour être ébéniste? Eh bien, j'ai suivi une formation dans les Pyrénées, à Coaraznaï. J'ai passé un CAP après ma 4e. Voilà, je suis parti dans les Pyrénées pendant 3 ans. Et ensuite, une fois que j'ai eu mon CAP, je suis allé à Tours passer un brevet des métiers d'art pendant 2 ans. Mais le métier d'ébéniste n'est pas chose facile. En effet, il fait face à divers problèmes. Alors dans mon travail, je suis confronté à 2 problèmes. D'abord, mon travail c'est beaucoup de main d'œuvre, c'est-à-dire de travail manuel. Le travail manuel coûte cher. Confronté au problème du coût de mes meubles, parce que chaque meuble demande un nombre important d'heures de travail et du coup mes meubles sont assez chers. Le travail d'ébéniste nécessite beaucoup d'heures de travail, ce qui engendre un prix un peu plus élevé des meubles qu'il crée. Mais la qualité, dit-on, n'a pas de prix. C'est un formidable métier, intéressant et produisant de véritables œuvres d'art.
ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne conscience que y a un savoir-faire, du travail du bois. Les ébénistes font du bon travail, font des meubles originaux qui sortent du lot. Tout le monde ne peut pas avoir des meubles faits par des ébénistes, mais si on peut essayer de les faire travailler, pour promouvoir justement la filière bois et pouvoir développer l'artisanat et le commerce local. La forêt est un milieu surprenant. Elle joue plusieurs rôles dans nos vies, souvent méconnus. C'est un milieu de loisirs, de protection et de travail. Les forestiers ont toujours existé, mais leur rôle est souvent ignoré et critiqué. À travers ce documentaire, nous avons pu voir que le forestier s'investit dans la préservation des forêts tout en les exploitant. Il faut savoir que en France, 99% des forêts sont des forêts cultivées d'origine humaine. Il y a très peu de forêts naturelles. Philippe, Nicolas, nous et tant d'autres, nous avons fait le choix de faire de la forêt notre objet de travail. C'est notre passion et notre avenir. Nous aimons tous ce métier. Ce que j'aime dans ce métier de forestier que je pratique depuis 30 ans maintenant, c'est surtout le fait de travailler en extérieur, de travailler sur du naturel, à savoir des arbres, des animaux, des plantes. C'est relativement agréable de travailler dans un milieu préservé et des milieux surtout très riches et très diversifiés. Alors j'ai choisi ce métier essentiellement parce que j'aimais bien me promener en forêt, faire des cabanes dans les arbres quand j'étais plus jeune. Puis j'aimais bien les arbres. Voilà. C'est le côté gestion de milieu naturel qui à mon avis est particulièrement passionnant. C'est de travailler sur des échelles temps qui sont très très grandes. Hein, rappelez-vous, pour faire un chêne il faut 200 ans. Voilà, ce court-métrage est terminé. Nous espérons avoir pu vous faire découvrir une filière, celle de la filière bois, qui est notre passion. Car pour nous, la forêt représente la nature, l'avenir, la tranquillité et le respect. Nous espérons que notre travail vous permettra à vous, enfants et aux générations futures, de profiter pleinement de la forêt.